Il était juste un concierge qui bossait de nuit quand il a entendu des pleurs dans un wagon de train vide. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur allait changer 3 vies pour toujours et faire pleurer le monde entier. Ce n'est pas juste une histoire de sauvetage, c'est une histoire de rédemption, de familles retrouvées et de petits miracles qui naissent quand on choisit l'amour plutôt que la peur. Avant de commencer, si tu crois au pouvoir de la gentillesse, des secondes chances et des histoires qui guérissent le cœur, pense à t'abonner à la chaîne. On partage des histoires qui comptent, et celle-ci pourrait bien te rester en tête longtemps après le dernier mot. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est vraiment passé cette nuit de neige. La pluie tombait en rafales froides sur les arches de marbre de la gare Grand Central Terminal. C'était la veille de Noël, mais on ne l'aurait pas dit à voir le hall vide et les lumières fluorescentes vacillantes. L'ambiance festive avait disparu avec la dernière ruée des banlieusards. Il ne restait plus que le bourdonnement des distributeurs automatiques, le léger crépitement des vieux haut-parleurs et un homme balayant les déchets le long de la voie 32. Marc Duval avançait lentement, non pas à cause de son âge, mais d'une fatigue que même le sommeil ne pouvait apaiser. À 42 ans, il paraissait plus vieux. Ses cheveux autrefois bruns étaient désormais grisonnants, comme s'ils avaient vieilli trop vite. L'uniforme de concierge qu'il portait lui pendait sur le corps. Ses épaules étaient voûtées, comme s'il portait plus que son aspirateur à dos. Il s'arrêta sous l'arche près du quai de la ligne de l'Hudson et fixa le tableau des départs. 22h40. Dernier train vers le nord. Un frisson le parcourut à travers les hautes fenêtres voûtées. Marc fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe froissée. Le rabat était usé par des années de non-fermeture. Chaque veille de Noël depuis l'accident, il écrivait une lettre à Claire et Caleb, sa femme et son fils. Ce soir, il n'y avait que 2 lignes. « Je vous vois toujours dans les moments de calme. Je ne sais toujours pas comment respirer sans vous. » Il la déchira en 2, comme chaque année. Il jeta les morceaux dans une poubelle à proximité, puis se retourna pour retourner au local d'entretien. C'est alors qu'il entendit un bruit si faible qu'il crut l'avoir imaginé. Des reniflements, puis un gémissement étouffé. Il se figea. Le bruit ne venait pas du couloir, ni d'une bouche d'aération. Il résonnait depuis le train, qui attendait silencieusement sur la voie. 33. Une voiture retirée du service dans les années 1960, qui devait être complètement mise hors service après les vacances. Marc fronça les sourcils et s'approcha. Les portes étaient fermées, les lumières éteintes. Il frappa 2 fois. Rien. Mais le bruit se fit entendre à nouveau, à peine audible, mais indéniablement humain. Un enfant. Il courut vers le panneau d'accès latéral, le força avec son badge d'entretien et grimpa les quelques marches qui menaient à l'obscurité. L'odeur de la rouille et du vieux vinyle lui piquait le nez. Sa lampe de poche projeta un faible faisceau à travers la poussière. Puis il les vit. 2 petites filles, des jumelles, blotties sous le siège 17, leurs petits corps recroquevillés l'un contre l'autre comme des chatons effrayés. L'une portait un manteau rouge en lambeaux avec une seule manche. L'autre tenait un livre, le petit moteur qu'elle serrait contre sa poitrine comme s'il risquait de disparaître. Toutes 2 étaient pieds nus et pleuraient sans un bruit, comme si elles le faisaient depuis si longtemps qu'elles avaient oublié comment faire du bruit. Marc s'agenouilla lentement. « Hé, là-bas !» murmura-t-il, la voix brisée. « Tout va bien, je ne vais pas vous faire de mal. » La fille avec le livre cligna des yeux. Ses yeux étaient enfoncés, ses lèvres fissurées. « C'est toi l'homme que maman a dit qui viendrait ?» Le cœur de Marc faillit s'arrêter. « Où est ta maman ?» dit-elle pour rester dans ce train, qu'il nous emmènerait dans un endroit sûr. Soudain, le wagon fit une légère secousse, la pression changeant sous les roues. Marc redressa brusquement la tête. Non, 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 non. Dehors, il entendit l'interphone se mettre en marche. Voie 33, préparation pour le transfert vers la voie de maintenance. Tout est clair dans 60 secondes. Ils allaient déplacer le wagon. Et ces filles, elles ne figuraient sur aucune liste. Elles n'étaient pas censées être là. Il se déplaça rapidement, prenant une enfant dans chaque bras. Les lumières de la sortie de secours ne fonctionnaient plus depuis des années. Les portes latérales étaient scellées. La serrure avant était verrouillée de l'extérieur. La panique monta dans sa gorge. Il courut vers le panneau latéral par lequel il était entré, maintenant coincé fermement. Le train fit une nouvelle embardée. Pas le temps. Il recula de 3 pas, tourna l'épaule et se jeta contre la porte. Rien. Encore une fois. Une écharde se détacha du cadre. Encore une fois. Boum. Le panneau s'est cassé juste assez vers l'intérieur. Avec un cri de douleur et d'adrénaline, Marc l'a enfoncé avec son épaule. Des éclats de plastique lui déchirèrent la manche et la peau en dessous. Il serra les filles plus fort et sauta. Ils atterrirent durement sur le béton juste au moment où les roues commençaient à tourner. Il roula une fois, se tordant pour garder les filles au-dessus de lui. Le train passa lentement, indifférent. La jumelle aînée a poussé un cri déchirant. La plus jeune haletait et s'accrochait à son cou. Marc s'est redressé sur son coude.
la poitrine ensanglantée, le cœur battant comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Il a baissé les yeux, les deux filles toujours dans ses bras, toujours en vie, toujours là. À quelques mètres de là, quelque chose a flotté dans les airs avant de tomber au sol. Un morceau de papier provenant du livre. Non, pas une page. Une note pliée et collée à l'intérieur de la couverture. Il la ramassa. À celui qui trouvera mes filles, je suis désolé. J'ai tout essayé. Parlez-leur de Boston, des matins enneigés et de la façon dont leur mère dansait quand elle pensait que personne ne la regardait. Faites qu'elle grandisse dans un endroit sympa. Il n'y avait pas de signature. Marc regarda les rails vides où le train avait disparu dans la nuit. Il regarda les deux filles blotties contre sa poitrine et pour la première fois depuis des années, quelque chose en lui se brisa. Pas à cause de la douleur, mais parce qu'il avait trouvé un but. L'appartement sentait légèrement le nettoyant au citron et les souvenirs. C'était à peine plus qu'un sous-sol, avec des plafonds bas, une seule fenêtre donnant sur un mur de briques et un radiateur qui grognait comme un vieil homme essayant de se redresser. Mais il faisait chaud, et ce soir-là, cela suffisait. Marc ferma doucement la porte derrière lui, son sweatshirt assombri par la pluie. Du sang séchait sur son coude. Il ne sentait plus la douleur. Tout ce qu'il sentait, c'était le poids de deux vies maintenant blotties dans ses vieux draps en flanelle. Les jumeaux s'étaient endormis sur son canapé, blottis l'un contre l'autre sous une couette que sa mère avait confectionnée lorsqu'il avait quitté la maison à 17 ans. Le plus jeune serrait dans ses bras les restes d'un canard en peluche auquel il manquait un œil. La plus grande, celle qui lui avait parlé en premier, tenait le livre dans ses bras, même dans son sommeil. Son pouce était toujours appuyé contre la couverture intérieure, là où se trouvait la lettre de sa mère. Marc s'agenouilla à côté d'eux. Il ne connaissait pas encore leur nom. Il ne les lui avait pas donnés et il ne les avait pas demandés. Certaines choses prenaient du temps. Il se dirigea vers la cuisine et versa de l'eau dans la bouilloire. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur, plus maintenant. De quelque chose de plus difficile à nommer, quelque chose qui ressemblait à du chagrin et à de la grâce. Dehors, la pluie s'était calmée et ne faisait plus qu'un léger tic-tac contre la vitre. La ville palpitait derrière les briques, inconsciente. Les voitures roulaient dans les flaques d'eau, les klaxons retentissaient dans la nuit. Mais ici, tout était calme, fragile, comme si tout pouvait voler en éclats s'il respirait trop fort. Il s'assit à table et fixa à nouveau la note. Les matins enneigés de Boston. Une mère qui danse quand elle pense que personne ne la regarde. Il y avait de la douleur entre les lignes. Des lignes écrites par une femme au bord du précipice. Elle n'avait pas abandonné ses filles par méchanceté. Non, Marc savait ce qu'était l'abandon. Ce n'était pas ça. C'était une capitulation. Un dernier acte désespéré de protection. Sa propre histoire n'était pas si différente. Claire n'avait pas voulu mourir ce jour-là. Caleb n'avait pas voulu être sur la banquette arrière. Mais le destin ne négocie pas, et il ne s'excuse pas. Il avait juste pris ce qu'il voulait. Il pensait qu'il n'avait plus rien à donner. Mais maintenant, deux petites filles dormaient dans sa maison et quelque chose lui disait qu'il n'était pas le seul à avoir besoin d'être sauvé. Le matin, Marc se réveilla dans le silence. Il trouva les filles assises par terre près du radiateur. Elles n'avaient pas touché à la nourriture. Il avait laissé un sandwich au beurre de cacahuètes et 2 pommes. Au lieu de ça, elles se passaient l'harmonica entre elles, sans en jouer, juste en le retournant avec curiosité. Quand elle remarqua qu'il observait la plus jeune, elles se figèrent. L'aînée tira sa sœur vers elle, son petit bras se refermant autour d'elle comme un bouclier. « Tout va bien, » dit Marc en s'accroupissant. « Vous êtes en sécurité ici, je te le promets. » L'aîné le fixait, ses yeux étaient vifs et vieux, le genre de yeux qui avaient déjà trop vu. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il gentiment. Silence. « Je m'appelle Marc. Rien. » Il attendit un instant, puis se leva. « Vous avez faim » Toujours rien. Il se dirigea vers la cuisine, faisant semblant de ne pas s'en soucier, et posa une casserole de flocons d'avoine sur la cuisinière. 1 minute s'écoula, puis une autre, puis le son très faible de petits pieds marchant à l'œnolium. Ils s'assirent à table. Pas un mot ne fut prononcé, mais ils mangèrent. Cet après-midi-là, il appela pour dire qu'il ne viendrait pas travailler. Il dit qu'il était malade, ce qui n'était pas loin de la vérité. Il avait les nerfs à fleur de peau, ses pensées s'embrouillaient. Il ne savait pas ce qu'il faisait, mais il savait que ne rien faire serait pire. Il fouilla dans son placard et trouva une paire de chaussettes pour enfants que Claire avait achetées pour la baby shower d'une amie qui n'avait jamais eu lieu. Il donna à la petite fille son vieux sweatshirt, doux et trop grand, mais chaud. Il a allumé la télévision en mode muet sur un documentaire sur la nature. Il a laissé des crayons de couleur sur la table. Il n'a pas posé de questions. Pas encore. Il leur a juste laissé de l'espace. Le soir venu, la plus jeune s'est assise à côté de lui sur le canapé, le pouce dans la bouche, le corps penché vers lui sans le toucher. L'aînée restait méfiante, toujours entre sa sœur et la porte, toujours à observer.
Il respectait ça. La confiance ne se donnait pas, elle se gagnait lentement, comme de la glace qui fond. Le soir, alors qu'il les bordait à nouveau, cette fois sur un matelas gonflable sorti du fond de son placard, la plus grande a enfin pris la parole. Sa voix était calme, neutre, entraînée. « Je m'appelle Camille. Elle s'appelle Léa. » Marc cligna des yeux. « Camille et Léa, » répéta-t-il doucement. « Ce sont de beaux prénoms. Elle a 5 ans. J'ai 6 ans, presque 7. Merci de me l'avoir dit. » Camille acquiesça, le visage impassible. Léa était déjà endormie, les lèvres entr'ouvertes, la joue contre l'oreiller. « Tu veux appeler quelqu'un » demanda Marc avec douceur. « Un proche, un ami. » Les yeux de Mathieu s'assombrirent. « Non, juste ça. » Et c'était définitif. Marc n'insista pas. Cette nuit-là, il ne put fermer l'œil. Il était assis à la table de la cuisine avec une tasse de thé qui refroidissait et l'harmonica posée dans sa paume. Il n'en avait pas joué depuis la mort de Caleb. Il ne supportait pas le son de cet instrument qui lui rappelait un endroit qu'il essayait d'oublier. Mais maintenant, il ne s'agissait plus d'oublier. Il s'agissait de se souvenir des bonnes choses. Marc porta l'harmonica à ses lèvres et joua la seule chanson qu'il connaissait encore par cœur. « You are my sunshine ». Les notes étaient douces, hésitantes au début, mais stables. Dans la pièce voisine, il entendit une couverture bouger, puis de petits pas sur le linoléum. Il ne se retourna pas, continuant simplement à jouer. À la fin de la chanson, il baissa l'harmonica. Camille se tenait dans l'embrasure de la porte, une main agrippée au cadre. Elle ne dit rien, mais ses épaules étaient moins tendues, et elle ne se cachait plus derrière quoi que ce soit. Marc lui adressa un doux sourire. « Bonne nuit, Camille. » Elle ne lui rendit pas son sourire, mais murmura. « Bonne nuit, Marc. » Les jours suivants passèrent comme des pas silencieux dans la neige fraîchement tombée, doux, prudents et pleins d'hésitation. Camille et Léa commencèrent à se déplacer dans l'appartement comme des chats dans une maison empruntée, jamais tout à fait à l'aise, jamais tout à fait sûr que le silence resterait bienveillant. Marc ne les poussait pas. Il préparait les repas, laissait la télévision allumée à faible volume et leur faisait de la place sur le canapé quand elles s'approchaient. Peu à peu, une routine s'installa. Pas un emploi du temps rigide, mais de petits rituels. Des flocons d'avoine, avec des rondelles de banane le matin, des promenades l'après-midi enveloppées dans ses vieilles écharpes, de l'harmonica au crépuscule. Les filles ne demandaient jamais à partir, et il ne leur demandait jamais pourquoi. Mais les questions restaient accrochées au coin de son esprit comme le brouillard hivernal. Qui était-elle vraiment? Que fuyait-elle ou pire, qu'avait-elle laissé derrière elle? La lettre de leur mère, maintenant soigneusement pliée dans un tiroir à côté de l'alliance de sa défunte épouse, mentionnait Boston et les matins enneigés. Mais cela ne lui donnait pas beaucoup d'indices. Il n'avait pas encore osé contacter les autorités. Une partie de lui savait qu'il aurait dû. L'autre partie, celle qui se réveillait encore en haletant à cause de rêves d'une voiture accidentée et d'une petite main sans vie sur le siège arrière, ne pouvait se résoudre à les laisser partir. Un matin, après que Camille l'eut aidé à essuyer la vaisselle en silence, elle jeta un coup d'œil vers la porte et dit « On peut aller quelque part aujourd'hui? Pas loin, juste sortir. » Marc la regarda. C'était la première fois qu'elle demandait quelque chose. « Bien sûr, » répondit-il. « Tu as une idée ?» Elle hésita. La gare, celle avec les vieilles enseignes. Il savait où elle voulait aller. La gare endormie de Hollow. C'était petit, calme, à moitié oublié. Comme la plupart des endroits qui avaient rempli leur fonction depuis longtemps, son grand-père y avait travaillé dans les années 50, quand il était encore animé par les banlieusards, les soldats et les familles avec leurs lourdes valises. Aujourd'hui, c'était plus un musée qu'une gare, un souvenir préservé dans la brique et le laiton. Ils arrivèrent en fin d'après-midi. Le ciel était couvert de nuages, mais l'air était sec. Marc se gara à l'arrière, aida Léa à enfiler ses mitaines et conduisit les filles vers le quai principal. Le bâtiment était exactement comme dans ses souvenirs. Des murs de briques rouges, des panneaux bleus défraîchis et un guichet poussiéreux derrière une vieille vitre. À l'intérieur, l'air était frais, mais pas froid. Le radiateur fonctionnait encore, émettant un bruit lent et régulier sous les bancs en bois. Un vieil homme derrière le guichet leva les yeux de ses mots croisés et plissa les yeux. Marc Duval en chair et en os. « Mon Dieu, je ne t'ai pas vu depuis que ta photo de remise de diplôme a été accrochée au mur en 99. » Marc sourit faiblement. « Bonjour, monsieur Bernard. Qui sont-elles » demanda Bernard en désignant les filles. Marc leur jeta un coup d'œil. Camille s'accrochait à Léa, les épaules tendues. « Ce sont des amies, » répondit Marc simplement. « Elles restent chez moi pendant quelque temps. » Bernard acquiesça lentement, sans insister. Il ne l'avait jamais fait. Les filles se dirigèrent vers un vieux standard téléphonique, leurs mains effleurant les cadrans décolorés et les leviers en laiton. « T'as toujours cette salle d'enregistrement à l'étage » demanda Marc. « Bien sûr. Personne ne s'en sert à part moi et les souris. Tu veux lui montrer ?» Marc regarda Camille,
qui s'était arrêtée pour examiner une photo encadrée d'une locomotive à vapeur entrant en gare en 1943. Elle ne le regardait pas, mais elle fit un petit signe de tête. À l'étage, l'air sentait le temps et le polish pour bois. Une collection d'enregistreurs Realton était alignée contre le mur du fond, et un seul haut-parleur reposait sous un micro poussiéreux. Bernard actionna un interrupteur. Cette vieille dame est là depuis plus longtemps que la plupart des habitants de l'État. Elle enregistre encore très bien si tu la traites avec douceur. Il fit un geste vers le micro. « Vous voulez essayer, les filles ?» Léa secoua la tête et se réfugia derrière Marc, mais Camille s'avança lentement, comme attirée par une voix qu'elle seule pouvait entendre. Elle se planta devant le micro, hésitante. « Qu'est-ce que je dis ?» murmura-t-elle. Bernard sourit. « Tout ce que tu veux. » Camille marqua une pause. Puis, les lèvres tremblantes, elle dit « Je m'appelle Camille, j'ai 6 ans et demi. Ma sœur s'appelle Léa, elle a 5 ans. On cherche un endroit où loger. On aime le porridge chaud et les histoires qui finissent bien. Je m'appelle Camille, j'ai 6 ans et demi. Ma sœur s'appelle Léa, elle a 5 ans. On cherche un endroit où rester. On aime le porridge chaud et les histoires qui finissent bien. Et on n'est pas perdu, on attend juste que quelqu'un nous trouve. Personne ne dit rien pendant un moment. Même Bernard avait les larmes aux yeux. Il appuya sur un bouton. La caméra captura ce moment sur une bande magnétique. Marc s'avança et posa une main sur l'épaule de Mathieu. Elle ne la retira pas. Avant de partir, Bernard tendit à Camille une petite cassette audio et lui dit « Pour quand tu voudras entendre ta voix à nouveau, la preuve que tu existes, même quand le monde t'oublie. » Sur le chemin du retour, les filles étaient silencieuses, mais pas tristes, juste fatiguées comme le sont les enfants après avoir été courageux. Ce soir-là, Marc trouva l'harmonica posée sur son oreiller, et à côté, un dessin plié représentant 3 silhouettes, une grande et 2 petites, qui se tenaient à la main sous un toit de fortune. Pas un mot, juste un cœur dessiné au crayon rouge dans le coin. Il le fixa longtemps, puis éteignit la lumière et s'endormit sans rêver. Marc restait assis, voûté sur la table de la cuisine, longtemps après que les filles se furent couchées. Le mouvement silencieux du vieux réfrigérateur lui tenait compagnie. Le dessin était toujours posé devant lui. 3 silhouettes, les mains jointes sous un toit, un cœur rouge brillant comme un feu de signalisation silencieux. Il suivit les lignes avec son doigt, le papier encore chaud des petites mains. Elle faisait désormais partie de son monde. Non, c'était lui qui faisait désormais partie du leur. Mais plus il s'enfonçait dans ce lien, plus les questions devenaient pressantes. Qui étaient Camille et Léa? D'où venaient-elles vraiment? Pourquoi leur mère les avait-elle mises dans un train avec juste un mot et un livre pour enfants? Et pourquoi avait-il l'impression que c'était lui qui avait été trouvé? Le lendemain matin, après avoir mangé des flocons d'avoine et ri ensemble de la tache de café accidentelle de Marc, il demanda doucement « Vous vous souvenez de votre nom de famille ?» Les filles se regardèrent, le sourire de Mathis s'effaça. Léa mâchait sa cuillère. « Je crois que c'était Baxter », dit finalement Mathis, mais sa voix tremblait comme si elle ne savait pas si c'était un souvenir ou de l'imagination. Le sourire de Mathis s'effaça. Léa mâchait sa cuillère. « Je crois que c'était Baxter », dit finalement Mathis, mais sa voix tremblait comme si elle ne savait pas si c'était un souvenir ou son imagination. Marc l'écrivit dans son carnet à côté des mots « Boston » et « Maman dansant dans la neige ». « Tu te souviens où tu habitais » demanda-t-il plus doucement. « Le nom d'une rue? Une école ?»« Non, pas d'école », répondit Camille rapidement. « Maman nous faisait l'école à la maison. Elle disait que c'était plus sûr. » Cette seule phrase lui en apprit plus qu'il ne l'avait espéré. Elle se cachait de quelque chose ou de quelqu'un. Il repoussa le carnet. « Elle te manque ?» Léa acquiesça lentement. Camille ne répondit pas. Elle se couvrit les mains de ses manches et fixa la table d'un regard vide. Ce silence en disait long. Cet après-midi-là, pendant que les filles faisaient la sieste, blotties l'une contre l'autre sur le canapé, Léa acquiesça lentement. Camille ne répondit pas. Elle se contenta de tirer ses manches sur ses mains et fixa la table, le regard vide. Ce silence en disait long. Cet après-midi-là, pendant que les filles faisaient de la sieste, blotties l'une contre l'autre sur le canapé, Marc passa l'appel. Il n'appela pas la police, pas encore, pas avant d'avoir quelque chose de concret. Il appela quelqu'un à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Le téléphone sonna 4 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Duval. « Je ne pensais pas revoir ton nom un jour. Salut Jean. » Marc dit « J'ai besoin d'une faveur. » Jean Dalton était policier lorsque Marc était encore marié. Ils s'étaient rencontrés lors d'une patrouille de quartier et s'étaient liés d'amitié autour d'un verre de bourbon et d'une passion commune pour le baseball et le fait d'être tous deux pères de garçons. Jean était là la nuit où Marc avait perdu sa famille. Il lui avait tenu l'épaule quand les ambulanciers avaient recouvert Caleb d'un drap. « Je t'écoute, » dit Jean. « J'ai 2 petites filles qui vivent avec moi. Je les ai trouvées dans un wagon de train désaffecté. Pas de papier, pas d'avis de recherche dans l'état. J'ai vérifié. » Jean expira lentement. « Bon sang, Marc,
Tu me dis ça maintenant? Je ne voulais pas les laisser partir avant de savoir dans quoi je les replongeais. Il y eut un silence. Alors, de quoi as-tu besoin quand le nom Baxter? Peut-être hors du Massachusetts. Vois si tu trouves quelque chose en rapport avec une mère avec 2 filles de moins de 7 ans. Jean ne discuta pas. Je t'appelle dans un jour ou deux. Marc raccrocha, le cœur bouillonnant comme une marmite. Ce soir-là, les filles demandèrent si elles pouvaient aider à préparer le dîner. Elles se tinrent debout sur des tabourets dépareillés et roulèrent de la pâte avec des gobelets en plastique, tandis que Marc faisait dorer le bœuf et hachait les oignons. Léa chantait doucement, faux, mais avec douceur, et Camille, les manches toujours tirées sur ses mains, se mit à fredonner avec elle. Marc les observait du coin de l'œil et réalisa que ce n'était plus temporaire. Ce n'était pas seulement un sauvetage, c'était le début de quelque chose de réel. Après le dîner, ils jouèrent au Go Fish avec de vieilles cartes à jouer, et Léa insista pour qu'ils se brossent les dents tous les 3 ensemble, comme une vraie famille, dit-elle. C'était la première fois que l'un d'eux prononçait le mot « famille » à voix haute. Marc ne la corrigea pas. Plus tard, quand l'appartement fut à nouveau calme, il s'assit dans sa chambre avec le vieux album de famille qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Il sentait le papier et le temps. Il passa son pouce sur le sourire de Claire sur une photo prise l'été avant l'accident. Caleb, dans son pyjama Buzz l'éclair, tenait un harmonica en plastique dans ses 2 mains, les joues gonflées par l'effort. Marc ferma l'album. Son chagrin n'avait pas disparu. Il ne disparaîtrait jamais, mais il avait changé. Il ne pesait plus sur sa poitrine comme une pierre. Il prenait désormais la forme de 2 petites filles qui sentaient le beurre de cacahuète et qui lui demandaient de leur faire des tresses maladroites. Elles ne lui appartenaient pas, mais il avait décidé de les protéger. Le lendemain matin, son téléphone sonna à 7h42. « Jean, j'ai quelque chose à te dire, » dit-il sans préambule. Elaine Baxter, 34 ans. Dernière adresse connue à Brighton, Boston. Avis d'expulsion il y a 6 mois. Aucune famille proche répertoriée. Les voisins disent qu'elle était gentille, mais qu'elle était très discrète. Elle faisait l'école à la maison à ses enfants. Elle a déménagé une nuit sans rien dire. Marc sentit sa poitrine se serrer. « Il y a autre chose, » ajouta Jean. « Elle a porté plainte à la police l'année dernière. Menace domestique. Aucune accusation n'a été retenue. Mais il y a un nom. Daniel Crest, son ex-petit ami. Antécédent de violence et ordonnance restrictive dans 3 États. Disparu depuis le printemps dernier. Il a disparu au printemps dernier. » Marc sentit son estomac se nouer. Jean continua. « Il n'y a pas de déclaration officielle de disparition pour les filles, mais la police de Boston est prête à creuser plus loin. Tu veux que je leur transmette tes infos ?» Marc hésita. « Donne-moi un jour. » Jean n'insista pas. Ce soir-là, Marc prit Camille à part après que Léa se fut couchée. Ils s'assirent sur le bord du matelas gigogne. Elle tira sur un fil de la couette. « Ta mère, Marc, » dit-il prudemment. « Elle t'a déjà parlé d'un certain Daniel ?» Camille se figea. « Elle nous a dit de ne jamais prononcer son nom, » murmura-t-elle. « Elle a dit que s'il nous retrouvait, il nous prendrait tout. » Marc acquiesça lentement. Son cœur se serra. « Elle ne t'a pas laissé dans ce train parce qu'elle avait cessé de t'aimer, » dit-il doucement. « Elle t'a laissé là-bas parce qu'elle pensait que c'était le seul moyen de te protéger. » Camille ne pleura pas, mais elle posa sa tête sur son bras et murmura. « On est en sécurité maintenant ?» Marc ferma les yeux. « Oui, ma chérie, tu l'es maintenant. » Et il le pensait vraiment. La cuisine s'anima comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Cela commença par l'odeur, une chaleur douce et savoureuse qui enveloppa le petit appartement et rendit tout, du carrelage craquelé au réfrigérateur qui ronronnait, un peu plus comme chez soi. Marc se tenait devant la cuisinière, les manches retroussées et un tablier délavé noué sur sa chemise en flanelle. La poitrine de bœuf avait mariné toute la nuit, comme son père lui avait appris quand il avait 15 ans et qu'il voulait impressionner une fille qu'il n'avait finalement jamais épousée. Camille était assise à table, les yeux plissés et très concentrée, épluchant des carottes avec ses mains bien trop petites pour cette tâche. Léa chantait doucement en tenant un verre doseur en plastique comme une poupée, le berçant dans ses bras entre 2 chansons. Marc jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et sourit. « Vous rendez ma cuisine plus belle que jamais, » dit-il. Léa rayonnait. Camille acquiesça doucement, d'un signe de tête satisfait, comme pour dire qu'elle ne faisait pas entièrement confiance à Joy. Mais peut-être commençait-elle à le faire. Ils n'étaient pas encore prêts pour l'école, ni émotionnellement, ni légalement. Pas avec tout ce qui flottait encore dans une sorte de limbe. Mais ils étaient prêts pour ce mardi après-midi passé à couper, remuer, fredonner et guérir. La première fois que Marc avait préparé du brisket après l'accident, ça avait le goût du carton. Il n'avait pas suivi la recette, n'avait pas goûté le bouillon, s'était contenté de suivre les gestes, espérant que sa mémoire musculaire compenserait le vide qu'il ressentait à l'intérieur. Il avait jeté tout le plat sans même y goûter. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, l'appartement ne ressemblait pas à un tombeau. Il ressemblait à une promesse.
Pendant que la viande cuisait lentement, Marc ressortit l'album photo. Les filles l'avaient vu en passant, mais il ne leur avait jamais proposé de l'ouvrir jusqu'à présent. « Vous voulez voir ma famille ?» demanda-t-il. Mati hésita. « Celle d'avant ?» Il acquiesça. « Oui, avant que tout change. » Il ouvrit la première page. « C'est clair, » dit-il en montrant la femme souriante avec un chapeau de soleil. « Ma femme et ce petit bonhomme, c'est Caleb, mon fils. » Léa se pencha, la bouche formant un petit O. Camille pencha la tête. « Il avait les mêmes cheveux que moi, » murmura-t-elle. Marc rit. « C'est vrai. » Et plus de taches de rousseur que de grains de beauté. Ils tournèrent les pages lentement. Un voyage en camping dans les compétences du chat. Un matin de Noël avec des moustaches de cacao. Caleb sur les épaules de Marc à un match de baseball. Ses petits bras grands ouverts comme s'il pouvait voler. « Il a l'air heureux, » dit Léa. « Il l'était, Marc, » répondit-on tous. Puis il ferma le livre jusqu'au jour où on ne l'était plus. Ce soir-là, ils mangèrent ensemble à table. Pas de télé, pas de distraction, juste de la bouffe, de la chaleur et le bruit des couverts contre des assiettes dépareillées. Marc regarda Camille prendre une bouchée de poitrine de bœuf, mâcher pensivement, puis lever les yeux. Ça a le goût de quelque chose qu'elle a dit. Je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas triste. Marc acquiesça, la gorge serrée. Tant mieux, dit-il doucement. C'est tout ce que je voulais. Après le dîner, Léa lui apporta une feuille de papier cartonné griffonnée de toutes les nuances de rouge et d'orange. C'est un feu, expliqua-t-elle fièrement. Mais pas un feu méchant, un feu qui réchauffe. Marc fixa le tourbillon chaotique de couleurs. Cela ressemblait à du chaos, mais cela lui procurait un sentiment de réconfort. « J'adore, » dit-il. « Je peux l'accrocher sur le frigo ?» Léa acquiesça vigoureusement. « C'est pour nous protéger. » Il l'accrocha juste à côté d'un coupon pour des céréales et d'un vieil aimant sur lequel était écrit « La vie est plus belle en flanelle ». Plus tard dans la semaine, quelque chose d'inattendu se produisit. Marc se surprit à siffler, pas fort, pas même intentionnellement, mais alors qu'il pliait le linge, un air lui échappa avant qu'il ne s'en rende compte. Il se figea, chaussettes à la main, stupéfait par le son de son propre bonheur. C'était la première fois depuis des années. Il se retourna et vit Camille qui l'observait depuis le couloir, les bras chargés de serviettes propres. « Tu étais heureux à l'instant, » dit-elle. « En fait, oui. » Il sourit timidement. « Je suppose que oui. » Elle ne dit rien d'autre. Mais elle s'approcha et lui tendit une serviette. Et il sut qu'elle apprenait à croire que le bonheur ne signifiait pas toujours qu'il allait disparaître. Le lendemain, Marc les emmena au marché fermier. Il faisait froid, mais le temps était clair, et les étals regorgeaient de pâtisseries et de bavardages. Léa désigna avec enthousiasme un pot de miel en forme d'ours. Mati choisit un bouquet de romarin avec soin. Marc acheta des pommes, du pain et une petite pancarte faite à la main sur laquelle était écrit « Bienvenue à la maison ». Il ne savait pas encore où il allait l'accrocher. Alors qu'il s'éloignait, une femme les arrêta. « Ce sont vos filles ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Marc hésita. Camille leva les yeux vers lui en attendant. Il croisa son regard, puis se tourna vers la femme et dit « Oui, oui, ce sont elles ». Ce soir-là, alors que les filles somnolaient sous des couvertures en patchwork, Marc était assis dans le salon, un harmonica à la main. Il ne jouait pas, il le tenait simplement. Il sentait son poids commencer à changer, à s'alléger. Le monde n'avait pas changé. Le passé ne s'était pas réécrit, mais quelque chose en lui avait commencé à s'adoucir, à se stabiliser. Il n'avait plus l'impression de retenir son souffle à chaque fois qu'il se réveillait. Il regarda autour de lui les dessins sur le frigo, les assiettes vides dans l'évier, le panneau « Bienvenue à la maison » appuyé contre le mur, et il se dit que c'était peut-être ça, la guérison. Désordonnée, tranquille, lente, mais réelle. Le premier flash est arrivé un mardi. Marc s'essuyait les mains sur un torchon après avoir servi 3 parts de tarte aux pommes, une pour chacun d'eux, lorsque son téléphone a vibré pour signaler une notification. D'habitude, il ignorait les alertes, mais quelque chose dans la façon dont son écran s'est allumé a attiré son attention. Une ligne de texte en gras, brève et inattendue, l'a fait s'arrêter. Vidéo virale. Une petite fille quitte l'Amérique en larmes à la gare de Sleepy Hollow. Son cœur a fait un bond, puis un autre, plus rapide. Il a cliqué sur le lien avec un pouce tremblant. Elle était là, Camille, debout devant le vieux micro de la gare, la voix douce mais claire. On aime le porridge chaud et les histoires qui finissent bien. On n'est pas perdu, on attend juste que quelqu'un nous trouve. La vidéo s'est arrêtée. Une ligne blanche de texte est apparue. Si quelqu'un sait qui sont ces filles, veuillez contacter la Sleepy Hollow Historical Society. Marc n'a pas bougé. Il n'a pas montré la vidéo aux filles. Ce soir-là, il a souri en les regardant dévorer leurs tartes et demandé si on pouvait mettre des marshmallows dans les spaghettis juste pour voir. Mais son esprit tournait à toute vitesse. Après qu'elles se soient endormies, recroquevillées comme des virgules dans leur nid de couverture. Il s'assit sur le canapé,
son ordinateur portable brillant dans l'obscurité. La vidéo était passée de curiosité locale à sensation nationale en 48 heures. Plus d'1 million de vues, des milliers de commentaires, certains spéculant, d'autres s'extasiant, quelques-uns posant des questions qui lui glacèrent le sang. Il a vérifié l'adresse e-mail indiquée sur le site de la Société historique, 2 douzaines de demandes de journalistes, 3 d'amateurs de détectives, une d'une personne se présentant comme un oncle arrangé dans l'Iowa, puis un autre ping, un message sans objet, sans signature. « Je reconnais ces filles. Vous ne pouvez pas les cacher éternellement. » Son estomac se est noué. Le lendemain matin, il a appelé Jean. « Elles commencent à sortir du bois, dit-il, et quelqu'un nous surveille. Je le sens. » John soupira à l'autre bout du fil. Ce type de crest, ça ne m'étonnerait pas. C'est exactement comme ça qu'il refait surface. D'autres personnes font le travail à sa place. Que puis-je faire? Jean resta silencieux pendant un moment. Tu veux les mettre en sécurité? Marc n'hésita pas. Oui. Alors on doit officialiser ça. On va voir les services de protection de l'enfance. Tu demandes la tutelle d'urgence. Ça nous donnera une légitimité, au moins temporairement, pendant qu'ils enquêtent. Si Crest tente quoi que ce soit, il n'aura aucun moyen de se défendre. Marc sentit sa gorge se serrer. Quelles sont les chances que je les perde? La voix de Jean était plus basse maintenant. Plus on attend, moins on a de chances d'y arriver. Il ne dormit pas de la nuit. Au lieu de cela, il resta assis dans la cuisine, fixant la vieille photo de Caleb, se remémorant le son de son rire. La façon dont Claire avait l'habitude de poser sa tête contre l'épaule de Marc quand le monde lui semblait trop lourd. Il l'imagina en train de le regarder, puis il imagina ce qu'elle dirait. « Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Tu dois juste être assez courageux pour le faire. » Le lendemain matin, il boutonna sa meilleure chemise, froissée mais propre, et dit aux filles qu'elles partaient à l'aventure. Le bureau des services sociaux était dans un bâtiment administratif beige qui sentait le papier et le manque d'air. Marc s'assit sur une chaise en plastique rigide, tandis que Camille et Léa attendaient dans la salle de jeu en coloriant sous la lumière vacillante des néons. L'assistante sociale s'appelait Andrea. Elle avait un regard doux et une voix qui suggérait qu'elle avait vu beaucoup de choses et qu'elle s'en souciait malgré tout. « Vous comprenez que demander une tutelle d'urgence ouvre la voie à une enquête ?» dit-elle gentiment. « Si la famille est retrouvée, même quelqu'un comme Daniel Crest, elle sera contactée. » Marc acquiesça. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle, mais je ne les rendrai pas à quelqu'un qui leur a fait peur, au point qu'elles n'osent plus dormir. » Andrea l'observa un instant. « La plupart des hommes ne les auraient pas amenés ici. Vous auriez pu rester dans l'ignorance. » Il la regarda dans les yeux. « C'est dans l'ignorance que les mauvaises choses se développent. » Les documents étaient épais. Les questions difficiles, mais il signa chaque page. Quand ils partirent, les filles lui tinrent fort la main, chacune demandant une glace avant même qu'il ait mis le contact. Il n'avait pas le cœur de leur dire non. Ce soir-là, assis sur l'escalier de secours, mangeant des cornets de gaufres sous le ciel de la ville et essayant de faire de la neige, Matty a levé les yeux et a demandé « Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Marc n'a pas répondu tout de suite. Il regardait le vent soulever une serviette en papier et l'emporter dans la nuit en tourbillonnant comme quelque chose qui venait d'être libéré. Puis il a dit « Maintenant, on attend, et pendant qu'on attend, on vit. » Puis il dit « Maintenant, on attend, et pendant qu'on attend, on vit. » Mais la paix ne dura pas longtemps. 2 jours plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux après être passés au magasin du coin, Léa tenant son petit doigt et Camille balançant un sac de guimauve, un homme se tenait devant la porte d'entrée de l'appartement. Ce n'était pas un voisin, ni un inconnu non plus. Marc connaissait bien cette posture, les épaules inclinées vers l'avant, le menton légèrement relevé, dans une attitude provocante. « Vous êtes Duval ?» demanda l'homme en s'approchant. Marc acquiesça lentement, plaçant Léa derrière lui sans réfléchir. L'homme sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « C'est toi qui joues à la maison avec les enfants de quelqu'un d'autre » dit Marc sans répondre. Ses mains se crispèrent en poings, mais il les garda le long du corps. « Je te le dis juste comme ça » ajouta l'homme en reculant. « Certaines personnes n'aiment pas qu'on leur vole des choses. » Puis il se retourna et disparut au bout de la rue. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Marc verrouilla la porte à double tour et s'assit avec le numéro de Jean déjà composé. Il n'appuya pas sur la touche « Appel ». Pas encore. Au lieu de cela, il alla au réfrigérateur, regarda le feu en papier et murmura « Je ne le laisserai pas les emmener ». Il le dit comme un serment parce que c'en était un. Marc avait toujours cru que le courage se manifestait dans des moments forts et singuliers, comme sauter d'un train en marche ou se précipiter vers le danger sans réfléchir. Mais maintenant, il savait que ce n'était pas vrai. Le vrai courage n'était pas toujours bruyant. Parfois, il était plus silencieux qu'un murmure. Parfois, il signifiait se montrer même quand on était terrifié par ce qui allait suivre. 3 jours après l'apparition de l'homme sur le perron, une lettre est arrivée par courrier recommandé. L'enveloppe était épaisse, officielle et froide au toucher.
Elle portait le logo d'un avocat de Boston et un numéro de dossier imprimé en gras à l'encre noire. À l'intérieur se trouvait une requête pour obtenir la garde complète. Daniel Crest, version inconnue. Le nom de Mark n'était même pas mentionné directement. Juste celui de l'homme qui hébergeait actuellement les enfants mineurs. Ça lui a retourné l'estomac. Il a appelé Jean ce soir-là. Il se dote d'un avocat, dit Mark, faisant les 100 pas dans la cuisine. Il a quelqu'un qui dépose des requêtes en son nom. Il veut récupérer les filles et je ne suis qu'un obstacle. John expira. C'est ce que je craignais. Peut-il gagner devant la justice? Peut-être. La loi ne voit pas toujours tout. Mais j'ai un contact à la police de Boston grâce à l'affaire Terre et Horde. Je vais voir ce que je peux trouver sur Crest. Mark passa une main dans ses cheveux. Il ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas? Non, répondit Jean. Mais toi non plus. Les filles ne savaient en rien. Pas encore. Mark ne pouvait se résoudre à briser leur fragile sentiment de sécurité. Pas avant d'y être obligé. Mais Camille avait déjà remarqué son inquiétude. Elle l'observait comme un moineau du coin de la pièce, toujours à l'affût du moindre signe. Et Léa, encore assez petite pour croire à la magie, continuait à dessiner des images d'eux-trois dans des maisons faites de nuages et de lumière. Cette nuit-là, Mark s'assit près de leur lit et les regarda dormir. Le front de Matty était plissé, même dans son sommeil. Léa avait encore donné un coup de pied dans sa couverture. Il la remit doucement sur ses épaules, les mains tremblantes. S'il lui était enlevé, il n'était pas sûr de survivre. Il avait déjà perdu une famille. Il ne savait pas s'il avait la force d'en perdre une autre. Une semaine plus tard, le tribunal le convoqua à une audience préliminaire. Jean tira toutes les ficelles pour obtenir le juge chargé de l'affaire. Quelqu'un connu pour donner la priorité au bien-être de l'enfant et pas seulement à la lignée familiale. Andrea, l'assistante sociale, retrouva Mark devant le tribunal ce matin-là. Elle lui tendit un dossier en carton et lui lança un regard rassurant. « J'ai examiné votre requête, dit-elle. Votre dossier est solide, vos intentions sont claires. Mais Daniel Crest a un recours légal et il a un avocat privé qui a une longue expérience dans les affaires délicates. » Mark acquiesça. « Je ne veux pas de compassion. » Elle sourit. « Tant mieux, car ce dont vous avez besoin, c'est de la vérité. Et vous l'avez. » La salle d'audience était plus froide qu'il ne s'y attendait. Pas en termes de température, cependant. Il ne faisait pas chaud, mais l'atmosphère était froide, clinique, avec juste du bois, de la moquette et des rangées de visages qui regardaient des documents qui allaient déterminer des vies. Crest n'était pas là, seulement son avocat, un homme au menton pointu, vêtu d'un costume cher, qui semblait ne pas avoir été serré dans les bras depuis des décennies. Mark était assis seul à la table d'en face, mais imperturbable. La juge entra, une femme aux cheveux gris tirés en un chignon serré, portant des lunettes de lecture perchées sur le bout du nez. Son badge indiquait Anne Miriam Ellison. L'affaire fut appelée. Les déclarations ont été faites, puis ce fut le tour de Mark. L'avocat a essayé de le faire passer pour un imprudent, un étranger non qualifié qui s'immisçait dans les droits paternels. Cet homme, votre honneur, n'a aucun lien biologique avec elle. Il n'a aucune qualité pour agir, seulement un sentiment qui, bien que louable, n'est pas suffisant au regard de la loi du Massachusetts. Mark se leva lentement. Il n'était pas un orateur, mais il ne s'agissait pas de parler. Il s'agissait de se tenir debout. Il fit face au juge directement. « Votre honneur, commença-t-il, je n'ai pas de diplôme en droit ni de titre ronflant. Je n'ai pas de lien de sang avec ces filles. Mais j'ai quelque chose que Daniel Crest n'a pas. » Il fit une pause. « J'ai été là. » Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de vérité. J'étais là quand Camille a fait son premier cauchemar et qu'elle ne savait plus comment crier. J'étais là quand Léa a demandé pourquoi les mamans partaient, et je ne lui ai pas menti. Je les ai nourries, je les ai baignées, je leur ai chanté des berceuses. Pas parce que je devais le faire, mais parce qu'elles avaient besoin de quelqu'un qui choisisse de le faire. Il a mis la main dans sa poche et a déplié un dessin. 3 bonhommes, un cœur. Maintenant, ils m'appellent papa. Pas parce que je leur ai demandé, mais parce que je l'ai mérité. La salle d'audience était silencieuse. La juge Ellison l'a regardé longuement, puis elle a parlé. « J'autorise une enquête complète sur le passé de Daniel Crest. Jusqu'à ce que les résultats soient connus, la garde provisoire restera confiée à M. Duval. » Mark ferma les yeux. Il respira profondément, tremblant. Il avait gagné du temps. Pas la sécurité, pas la certitude, mais du temps. Ce soir-là, il ne dit pas tout aux filles, juste ce qu'il fallait. « Il y avait un homme qui disait qu'il était censé prendre soin de vous, » expliqua Mark doucement. « Mais le tribunal veut s'assurer que vous êtes en sécurité avant de laisser quelqu'un d'autre décider de quoi que ce soit. » Le visage de Matty pâlit. Léa grippa ses genoux sans un mot. « On va devoir partir ?» murmura Matty. Mark secoua la tête. « Non, à moins que quelqu'un de mieux se présente. »« Il y a quelqu'un de mieux ?» demanda-t-elle. Mark sourit, les larmes brûlant ses yeux. « Pas sur cette planète. » Plus tard, après qu'ils se furent couchés, il sortit sur l'escalier de secours.
La nuit était claire, les étoiles brillaient au-dessus des lampadaires. Il pensa à Daniel Crest, un homme qui avait abandonné une fois et qui voulait maintenant récupérer ce pourquoi il ne s'était pas battu à l'époque. Mais cette fois, Marc ne lâcherait pas prise. Pas eux, pas l'espoir, pas la chance d'être l'homme qu'il ne savait pas qu'il pouvait devenir. La première chute de neige de la saison arriva silencieusement, comme si le ciel ne voulait pas réveiller le monde avec son chagrin. Elle commença juste après minuit. Les flocons flottaient devant les fenêtres comme des cendres, doux et lents, se posant sur l'escalier de secours et les toits tordus au-delà. Marc était assis à la table de la cuisine, un stylo à la main, une feuille blanche devant lui. Il n'avait pas écrit de lettre depuis près de 5 ans, pas depuis la nuit après les funérailles. Cette nuit-là, ses mots étaient sortis par saccades, des excuses qu'il ne pouvait pas dire à voix haute, la culpabilité qu'il ne pouvait pas expliquer, l'amour qui semblait vide lorsqu'il le prononçait dans une pièce vide. Il avait écrit jusqu'à en avoir les jointures crispées, puis il avait déchiré les pages et les avait jetées dans les toilettes, comme si ses aveux n'étaient pas réels tant qu'ils n'avaient pas disparu. Mais ce soir, le silence était différent. Ce soir, il demandait de l'honnêteté. Il prit le stylo et commença. « Chère Claire, tu ne reconnaîtras pas l'endroit si tu y entrais maintenant. Les murs sont toujours écaillés. Le frigo ronronne toujours comme un vieux chien fatigué. Et mon café a toujours le goût du désespoir la plupart des matins, mais l'air est différent. Il y a des dessins sur le frigo, des jouets sous le canapé. Il y a de nouveau de la vie ici. Je ne suis pas parti à sa recherche. Tu me connais mieux que ça. Je me cachais comme un homme qui sait qu'il se noie, mais ne veut pas que quelqu'un le voie halter. » Il s'arrêta, jeta un coup d'œil vers la porte de la chambre où les filles dormaient, puis continua. « Elles s'appellent Camille et Léa. Elles sont venues me voir dans un train. Claire, comme dans un de ces vieux films qu'on regardait, où un inconnu fait ce qu'il faut. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule chose qui le fait se sentir à nouveau vivant. Je n'avais pas prévu de les garder. Dieu sait que je ne suis pas qualifié pour ça. Mais elles m'ont regardé comme si j'étais leur refuge. Et à un moment donné, elles sont devenues les miennes aussi. Je ne sais pas ce que ça fait de moi. Je ne suis pas leur père. Pas dans le sens où les gens l'entendent. Mais chaque fois que Léa glisse sa main dans la mienne sans demander, ou que Camille dessine un tableau de nous trois dans une maison avec trop de fenêtres, je me dis que je le suis peut-être. » Il posa son stylo et expira. Il n'avait pas l'intention de pleurer, mais il le fit quand même. Le lendemain matin, la neige recouvrait les trottoirs en silence. La ville avait ralenti juste assez pour que les gens lèvent les yeux, respirent et se souviennent. Les filles se sont réveillées avec du chocolat chaud et des pancakes en forme de bonhomme de neige. Léa a tellement ri en voyant le bonhomme de neige bancal de Marc qu'elle est tombée de sa chaise. Camille, encore silencieuse depuis l'audience au tribunal quelques jours plus tôt, s'est autorisé un petit sourire lorsque Marc a déclaré que son dessin au sirop était digne d'un musée. Après le petit déjeuner, Camille demanda si elle pouvait prendre la lettre, celle qui était dans ton cahier, dit-elle, celle avec le nom clair dessus. Marc cligna des yeux, surpris. « Tu as vu que je ne l'avais pas lue, dit-elle rapidement. « J'ai juste vu ton visage quand tu l'as écrite. » Il la lui tendit doucement. « Ce n'est pas une lettre que j'avais l'intention d'envoyer. » Elle la tint comme quelque chose de sacré. « Parfois, celle qu'on n'envoie pas aide quand même, » murmura-t-elle. Cet après-midi-là, Marc les conduisit au cimetière. C'était l'idée de Mathieu. Elle ne dit pas pourquoi, demandant simplement si elle pouvait laisser quelque chose là où la neige ne fondrait pas tout de suite. Ils n'apportèrent pas de fleurs, juste 3 ballons rouges et une petite lettre pliée écrite par Mathieu. Léa dessina un cœur au crayon sur la sienne et la glissa dans sa mitaine. Marc ne demanda pas ce qu'il y avait écrit. Ils s'arrêtèrent devant la tombe où le nom de sa femme était gravé dans la pierre grise. Claire Duval, épouse bien-aimée, mère dévouée, notre rayon de soleil pour toujours. C'est ici Nimanatou. Les ballons s'élevèrent lentement dans le ciel. Marc les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les nuages. Puis il s'agenouilla à côté de la pierre tombale et murmura « J'apprends encore à connaître Claire, mais je pense que cette fois, je vais y arriver. » Le lendemain, il reçut un appel. La voix de John était grave et pressante. La police de Boston avait trouvé quelque chose. Un employé d'une station-service près de Worcester a reconnu Crest. Il a dit qu'il demandait des infos sur 2 filles aux cheveux foncés. Il a payé en cash, n'a laissé aucune trace, mais il est à la recherche et il est proche. Marc sentit sa gorge se serrer. « Qu'est-ce que je fais ? Documente tout. Imprime la lettre du juge. Garde l'ordonnance de tutelle sur toi. Ne pars pas sans les filles. Et Marc, écoute-moi. N'essaie pas de t'occuper de lui tout seul. » Marc acquiesça au téléphone. « Je ne le ferai pas. » Mais ce mensonge avait un goût amer, car il savait que si Daniel Crest s'approchait un jour de ses filles, il ne le laisserait pas s'en tirer. Cette nuit-là, il relut la lettre à voix haute. Puis il la plia et la glissa dans l'album photo à côté de la dernière photo de classe de Caleb. Elle n'avait pas besoin de timbre.
Elle n'avait pas besoin de boîte aux lettres, elle avait juste besoin d'exister. La preuve qu'une partie de lui appartenait encore au passé, mais l'essentiel de lui appartenait enfin au présent. Alors qu'il éteignait les lumières, Léa l'appela depuis la chambre. « Raconte-nous une histoire, papa. » C'était la première fois qu'elle utilisait ce mot sans tressaillir. Marc entra dans l'embrasure de la porte. « Quelle histoire ?» répondit Camille cette fois-ci. « Une histoire dont la fin n'est pas encore écrite. » La salle d'audience était plus chaude cette fois-ci. Pas physiquement, ces vieux radiateurs ne faisaient jamais vraiment l'affaire, mais dans l'attitude des personnes présentes. Moins de peur, plus de détermination. Cela faisait 3 semaines depuis l'audience préliminaire, et Marc avait changé, pas son apparence. Il portait toujours sa seule bonne chemise boutonnée et tripotait toujours son col avant l'entrée du juge. Mais quelque chose dans son attitude avait changé. Il ne se contentait plus de réagir. Il était devenu un homme qui campait sur ses positions. Camille et Léa attendaient dehors avec Andrea et un conseiller scolaire qui coloriait en silence pendant que Marc se préparait à se battre pour le droit de rester l'homme qu'elles avaient déjà décidé d'être leur père. La juge Ellison a appelé l'assemblée à l'ordre. Elle était calme mais imposante, comme un phare dans le brouillard. Elle a jeté un coup d'œil aux documents devant elle, puis à Marc. « Monsieur Duval, je crois comprendre que vous avez apporté de nouveaux éléments. » Marc acquiesça et se leva, les mains légèrement tremblantes, mais la voix ferme. « Oui, votre honneur. Je voudrais vous remettre une note qui était collée à l'intérieur du livre que les filles avaient avec elles quand je les ai trouvées. C'est une lettre de leur mère, Hélène Baxter. » Il tendit l'original au greffier et lut une copie. « Si quelqu'un trouve mes filles, dites-leur de parler à leur père, Marc Duval. » Une lettre de leur mère, Hélène Baxter. Il tendit l'original au greffier et lut une copie. « Si quelqu'un trouve mes filles, dites-leur à propos de Boston, à propos des matins enneigés, à propos de la façon dont leur mère dansait quand elle pensait que personne ne la regardait. S'il vous plaît, laissez-les grandir dans un endroit où elles seront bien. » Il fit une pause. Elle ne les a pas abandonnées par négligence. Elle les a abandonnés par amour. Elle fuyait quelque chose de dangereux, quelque chose qui avait un visage humain. Daniel Crest, l'avocate adverse, un homme maigre à la voix grinçante, se leva. « Objection, votre honneur. » Crest n'a été condamné pour aucun crime dans cette affaire. « Pas encore, » répondit Marc d'un ton calme. Mais ce qu'il a fait est écrit sur le visage de ses filles. Sur le chemin, Léa sursaute quand une porte claque. Sur le chemin, Camille ne dort pas si elle n'a pas le dos contre le mur. Le juge ne l'interrompit pas, alors il continua. « Je ne demande pas la perfection. Je ne prétends pas être un saint, mais je suis là. J'ai traversé les cauchemars, les mauvais rêves, les questions qu'aucun enfant ne devrait avoir à poser. Je ne leur ai pas donné la vie, mais je les ai regardés réapprendre à vivre. Et je ne les laisserai pas retourner auprès de quelqu'un qui leur a appris à avoir peur. » Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit objet froissé aux bords arrondis. Le billet, le même qui avait été plié à l'intérieur du petit moteur qui pouvait. « Je l'ai gardé, » dit-il en le brandissant. « C'est la seule chose que leur mère m'a donnée à part eux. Il n'y a pas de destination indiquée. Il y a juste écrit « Espoir ». Il regarda le juge droit dans les yeux. « Je pense que c'est là qu'ils doivent être. » Le juge ne répondit pas tout de suite. Elle a juste hoché la tête et est passée à la déclaration suivante, le visage impassible. Crest n'est pas réapparu. Son avocat a invoqué un empêchement. Mais Marc connaissait la vérité. Les lâches n'aiment pas la lumière. Le lendemain, une lettre est arrivée par la poste. Elle était mince. Marc la regardait longuement avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une simple feuille de papier estampillée du sceau du tribunal. Elle indiquait que Marc Duval se voyait accorder la garde temporaire complète de Madeleine et Léa Baxter en attendant l'examen final. La requête de Crest avait été officiellement rejetée en raison de l'absence de contact, de la non-comparution et de nouvelles preuves à l'appui. Marc s'assit, la lettre à la main, et laissa son poids le submerger. Il avait gagné. Pas la guerre, pas encore, mais une bataille qui comptait plus que toutes celles qu'il avait jamais menées. Ce soir-là, il annonça la nouvelle aux filles dans la douce lumière du salon. « Vous n'avez pas à partir, » dit-il. Léa sauta sur ses genoux avant qu'il n'ait fini sa phrase. Camille cligna des yeux. « Jamais », hésita Marc. « À moins que quelqu'un de vraiment, vraiment bien apparaisse. Quelqu'un d'encore mieux que moi. » Camille le regarda droit dans les yeux. « Il n'y a personne de mieux. » Pour fêter ça, ils préparèrent des crêpes de l'espoir pour le dîner, en forme de cœurs et d'étoiles, et une malheureuse crêpe que Léa insista pour appeler une girafe. Ils rirent plus ce soir-là que tous les autres soirs. Léa dansait pieds nus au son de l'harmonica, tandis que Camille essayait de tresser les cheveux de Marc avec plus d'assurance que d'habileté. Et à un moment donné, juste un instant, Marc regarda autour de lui et réalisa qu'il n'attendait pas que la vie recommence. Elle avait déjà recommencé. Plus tard, après que les filles se furent endormies,
Marc sortit sur l'escalier de secours avec une tasse de chocolat chaud et le billet froissé dans sa poche. La ville bourdonnait sous ses pieds, les klaxons, les voix, la musique s'échappant d'une fenêtre ouverte. Il déplia le billet. Toujours pas de destination. Mais c'était peut-être ça, le but. Peut-être que certains voyages n'avaient pas d'importance pour la destination finale. Peut-être qu'ils avaient plus d'importance pour la personne que l'on devenait en chemin. Il pensa au garçon qu'il avait été, à l'homme qu'il avait perdu et au père qu'il était devenu, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il l'avait choisi. L'inauguration de la station Hope eut lieu un samedi matin frais, de ceux où l'air était empli d'une odeur de cannelle et de fumée de cheminée, et où le souffle restait suspendu comme un point d'interrogation avant de disparaître dans la lumière. Ce n'était pas grandiose au sens conventionnel du terme, pas de cérémonie de coupure de ruban, pas de fanfare ni de caméra, juste un tableau noir posé à l'extérieur de l'ancienne gare, désormais transformé avec amour en café, avec de larges bancs en bois, un éclairage jaune doux et l'odeur réconfortante de la poitrine de bœuf mijotée et du pain au levain chaud. En haut du menu, imprimé dans une police dépareillée, figuraient les mots « Bienvenue chez vous, on vous a gardé une place ». Les premiers clients étaient un couple âgé qui avait pris la ligne de l'Hudson pour venir en ville parce qu'ils aimaient le nom de l'endroit. Puis est arrivée une femme avec 2 enfants qui s'est assise près de la fenêtre et a pleuré en silence devant son café, comme les gens le font parfois quand ils se sentent enfin assez en sécurité pour laisser libre cours à leurs émotions. Personne ne posa de questions. Ils apportèrent simplement des serviettes supplémentaires. Le café était une idée de Camille, ou du moins le nom l'était. Elle l'avait écrit un soir sur un set de table en papier pendant qu'elle attendait son sandwich au fromage fondu. Station espère qu'elle avait écrit en lettres soignées car c'était exactement ce que c'était pour nous. Un arrêt imprévu, qui nous a sauvés de toute façon. Marc avait fixé les mots pendant un long moment, le cœur serré d'une belle émotion. Ils avaient peint le nom eux-mêmes sur la façade du bâtiment, tous les 3 debout sur des échelles faites pour des personnes plus grandes. Léa avait laissé un petit cœur rouge dans le coin de la lettre S. Camille a signé le dos du menu au crayon. Marc faisait la plupart de la cuisine toujours en chemise de flanelle, et maintenant avec un tablier emprunté avec « Boss of Brisket » cousu sur le devant. Les filles aidaient à tenir la caisse le week-end et distribuaient des flyers au marché fermier. Plus personne ne les appelait les enfants adoptifs. Tout le monde les considérait comme des membres de la famille. Un mur à l'arrière était déjà devenu une sorte de point de repère. Tout avait commencé avec le billet, celui que Marc avait trouvé dans le livre lors de cette froide nuit de décembre, celui sur lequel quelqu'un avait écrit « Espoir à la hâte ». Il l'avait encadré et accroché près de la porte. En dessous, il avait écrit « Laissez un billet, respirez. Cet endroit est pour ceux qui ne savaient pas qu'ils avaient encore le droit de croire. » Bientôt, d'autres personnes ont commencé à accrocher leurs propres billets au mur. Certains étaient de vrais talons de billets Amtrak, des reçus de bus et même une carte d'embarquement d'avion froissée et déchirée sur le bord. D'autres étaient métaphoriques. Une femme a laissé un billet de théâtre de la soirée où son mari lui avait demandé sa main. Un ado a laissé le ticket de le jour où il s'est enfui et celui où il est revenu. Un petit garçon a laissé un jeton Chuck Cheese collé sur une serviette avec un mot. « Mon père va mieux maintenant, il fait des pancakes ». Camille les a tous lus. Léa les a triés par couleur. Marc restait debout à les regarder, parfois émerveillé de voir comment des objets brisés trouvaient encore le moyen de s'assembler. Un matin, un homme est arrivé juste après l'ouverture. Il était vieux, 80 ans peut-être, avec une canne, une casquette de vétéran et des yeux qui semblaient avoir vu la guerre et le lever du soleil. Il n'a pas commandé à manger. Il a juste demandé s'il pouvait s'asseoir près de la vieille chaise près de la fenêtre. « Le cuir est usé », a-t-il dit. Mais c'est le seul endroit qui se souvienne encore de son poids. Marc lui a apporté du thé et s'est assis tranquillement. L'homme a sorti une photo de son portefeuille. Une femme avec des boucles et un sourire malicieux. Elle a dit « Oui, ici, 1958, j'allais à Chicago. Elle allait à l'école d'infirmière. On partageait une table. Elle détestait ma cravate. Je lui ai dit que c'était le début d'un mariage parfait. » Marc sourit. « Elle est revenue avec toi ?» L'homme tapota son cœur d'une main tremblante. Chaque fois qu'il partait, il laissait un ticket de bus plié datant de 1958 sur le mur avant de sortir. Camille l'avait épinglé sous les mots « Certains endroits n'arrêtent jamais d'attendre ». Cette nuit-là, ils sont restés tard à nettoyer et à rire de l'accident de Léa, qui avait renversé de la crème fouettée sur le dos du manteau d'un prêtre du coin. Marc était en train d'essuyer le comptoir quand Camille s'est approché de lui avec quelque chose dans la main. C'était un croquis, un nouveau, encore 3 personnages. Cette fois, ils étaient assis devant le café. Les fenêtres brillaient. Une affiche « On recherche » était accrochée de travers à la fenêtre, et au-dessus, en lettres tourbillonnantes, on pouvait lire «
Peu importe où tu finis, ce qui compte, c'est avec qui tu es quand tu y arrives. Marc cligna des yeux pour retenir ses larmes. C'est toi qui as dessiné ça ? Camille acquiesça. Tu aimes ? Il ne répondit pas tout de suite. Il tendit les bras, la serra dans ses bras et murmura « J'adore ». Tout comme « Je t'aime ». Elle le serra fort en retour. « Je sais ». Plus tard, après que les filles furent couchées et que les lumières furent tamisées, Marc s'assit sur le perron du café et écouta le vent souffler dans les arbres comme une berceuse. Il sortit l'harmonica de sa poche. Celui de Caleb était toujours ébréché sur le côté, et il joua quelques notes dans la nuit. « Tu es mon soleil, mon seul soleil ». La mélodie s'envola vers les étoiles, douce et assurée, et au-dessus de lui, l'enseigne se balançait doucement dans la brise. Station Hope, le foyer des perdus. Cela faisait presque 1 an depuis le train, depuis qu'un homme qui n'avait plus rien à perdre était monté à bord d'un wagon de chemin de fer désaffecté et avait repris pied dans la vie. Depuis que 2 petites filles qui avaient plus de silence que d'histoire avaient trouvé une raison de rester. Depuis qu'une famille qui n'était pas liée par le sang mais par le choix avait pris racine dans un endroit où il faisait bon vivre. Depuis qu'un homme qui n'avait rien à perdre était monté à bord d'un wagon désaffecté et avait repris goût à la vie. Depuis que 2 petites filles qui avaient plus de silence que d'histoire avaient trouvé une raison de rester. Depuis qu'une famille qui n'était pas liée par le sang mais par le choix avait pris racine dans une gare oubliée et l'avait fait renaître. Les saisons s'étaient successivement déroulées comme des pages usées, et le printemps revenait peu à peu dans les arbres. Des jonquilles se penchaient dans la brise à l'extérieur de la gare, et la lumière du soleil dansait sur les comptoirs à l'intérieur, comme si elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Marc se tenait derrière la caisse avec un torchon sur l'épaule, regardant Camille servir du café à 2 enseignants à la retraite qui étaient devenus des habitués. Elle était plus grande maintenant, ou peut-être se tenait-elle simplement plus droite, plus sûre de ses pas, plus certaine de sa place. Léa était assise dans le coin avec 2 crayons coincés derrière les oreilles et une serviette devant elle sur laquelle elle dessinait avec application une maison magique où personne ne se perdait. Elle avait ajouté 3 chiens et un toboggan depuis le 2e étage qui descendait dans une piscine en forme de cœur. Marc a ri en voyant ça. Puis il s'est tourné pour saluer l'homme qui entrait dans la boutique. Il était plus âgé, corpulent, boitait légèrement et avait une tristesse familière dans les yeux. Il regarda lentement autour de lui, observant le mur couvert de tickets, le menu écrit à la craie sur le tableau noir, la petite fille avec ses crayons. « Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit », dit l'homme. Marc haussa un sourcil. « Ça dépend de ce que vous cherchez. » L'homme fouilla dans sa poche et en sortit une lettre usée au pli, comme si elle avait été lue une centaine de fois. « Je l'ai reçue de ma nièce, dit-il. Elle est venue ici l'automne dernier. Elle a dit que c'était le seul endroit au pays où elle ne se sentait pas brisée. Elle a levé les yeux, pensant que je verrais par moi-même. » Marc sourit et attrapa une tasse. « Vous êtes au bon endroit. » Cette nuit-là, alors que le café fermait et que le dernier client sortait avec un reste de scone emballé dans du papier ciré, Marc s'assit près de la fenêtre et regarda la rue tranquille. Camille balayait le sol, les écouteurs dans les oreilles et chantonnant les paroles d'une chanson que Marc ne connaissait pas. Léa s'était endormie sur un banc, un livre sur la poitrine et une trace de confiture sur le menton. Il se sentait en paix, pas celle qu'il avait implorée pendant les années sombres. Pas le calme désespéré du deuil, mais le vrai calme, celui qui se mérite. Andrea avait appelé une semaine auparavant pour lui annoncer que la tutelle avait été finalisée. Plus de provisoire, plus d'attente, plus de crest, qui avait fui l'État et disparu de la circulation, recherché dans 2 juridictions et dont on n'entendrait plus jamais parler. « Félicitations, papa », avait dit Andrea, la voix chaleureuse au bout du fil. Il ne l'avait pas corrigé. Le lendemain matin, Camille l'avait réveillé tôt, pas avec des mots, mais avec un bout de papier plié glissé sous la porte de sa chambre. Sur le devant, il y avait son écriture. Pour aujourd'hui. Il l'avait ouvert. À l'intérieur, il y avait écrit « Cher Marc, aujourd'hui, tu nous conduis à la gare, pas parce qu'on part, mais parce qu'on veut t'emmener là-bas. Tu nous as emmenés dans tellement d'endroits. On n'aurait jamais pensé aller dans des endroits sûrs, des endroits amusants, notre maison. Alors aujourd'hui, on veut t'emmener quelque part. On t'aime, Camille et Léa aussi, mais elle est encore en train de brosser les cheveux de sa poupée. » Il les trouva qui l'attendaient près de la voiture, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, Camille dans une robe à pois et Léa dans quelque chose de scintillant et vaguement collant. Elles ne donnèrent aucun détail pendant le trajet, se contentant de fredonner doucement sur la banquette arrière, comme si elles étaient dans le secret d'une surprise qu'ils n'étaient pas encore prêts à connaître. Elles arrivèrent à la gare de Sleepy Hollow, qui ressemblait désormais plus à un musée qu'à une gare, et entrèrent main dans la main dans la salle d'attente. Sous l'ancienne guichet se trouvait le siège 17, restauré à partir du wagon où tout avait commencé. Marc le fixa du regard. « Où avez-vous trouvé ça, monsieur Bernard ?» demanda Mathie.
Il l'a retrouvé dans un entrepôt dans le Connecticut. Il a dit que vous voudriez peut-être le récupérer. Mark s'agenouilla à côté du siège et passa sa main sur le cuir. J'ai pensé que vous pourriez le mettre dans le café, dit Léa. C'est là que vous nous avez trouvés. Maintenant, ce sera l'endroit où les gens se trouveront eux-mêmes. Mark ne pouvait pas parler. Il n'essaya même pas. Il resta assis. Il respirait. Cette nuit-là, ils ramenèrent le siège 17 et le placèrent près du mur où étaient accrochés les tickets, sous le ticket encadré qui n'avait jamais été déplacé. Camille colla une note sur le dossier du siège, le siège qui avait tout déclenché. Si jamais tu as l'impression que le monde est trop grand, assieds-toi ici. Quelqu'un te trouvera, on te le promet. Plus tard, après la fermeture du café et une fois les étoiles apparues, Mark se tenait à la porte avec une tasse de thé fumante et regardait le vent jouer avec l'enseigne au-dessus de l'entrée. Station Hope, un endroit fait non pas de briques ou de bois, mais de seconde chance, de chansons d'harmonica tard dans la nuit et de la décision inébranlable d'aimer quelqu'un, non pas parce qu'on doit le faire, mais parce qu'on peut le faire, derrière lui. Camille murmura quelque chose à Léa, qui rit et lui répondit à voix basse « Il va pleurer ». Elles avaient raison. Mais Mark s'en fichait, parce que parfois les larmes ne sont pas synonymes de tristesse. Parfois, elles sont juste la façon dont le cœur dit « J'ai réussi, je suis là, c'est ici que mon chemin s'achève ». Et peut-être que c'est ça, le vrai sens de la vie. Pas la destination, mais les personnes qui nous trouvent quand on se sent perdu et qui choisissent de rester. Si cette histoire t'a touché, on aimerait le savoir. Où es-tu aujourd'hui ? Que ce soit dans une cuisine tranquille du Nebraska, sous un porche en Géorgie ou dans un petit appartement quelque part au Canada, ta présence ici compte énormément pour nous. Si tu aimes les histoires comme celle-ci, les histoires d'amour, de rédemption et de la force tranquille de l'esprit humain, n'hésite pas à t'abonner. On serait ravis de partager d'autres histoires avec toi. Et du fond du cœur, merci d'avoir passé un moment avec nous aujourd'hui. On te voit, on t'apprécie et on est super content que tu sois là. À la prochaine, reste gentil, garde espoir et